Le gouverneur de la Banque de France qui est inquiet pour nos comptes publics, c'est ce qu'il a rappelé hier soir à l'Université Paris-Dauphine devant des étudiants. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Beaucoup de candidats à la présidentielle aujourd'hui promettent, ça sert à ça une campagne, promettent des baisses d'impôts, plus de dépenses d'ailleurs publiques, souvent évidemment légitimes. Le gouverneur, qu'est-ce qu'il fait hier il met le haut là et il dit en gros, ce sont ces termes, la France n'a plus les moyens. N'a plus les moyens aujourd'hui. Compte tenu, il dit en gros, de la forte probabilité que les taux remontent à l'avenir. Est-ce qu'il est dans son rôle? Est-ce qu'il sort de son rôle? Est-ce que dans le fond, il a raison ou pas? En tout cas, c'est assez inhabituel de voir un gouverneur de la Banque de France avoir des mots aussi durs en pleine campagne présidentielle. Il y a une forme de devoir de réserve normalement quand on est à la tête d'une institution comme la Banque de France. Ça ne veut pas dire que le gouverneur est un homme muet. Chaque année, vous avez la lettre au président de la République qui est l'occasion pour le banquier central de répéter. Chaque année, c'est un exercice itératif et le message est souvent le même. Trop de dettes, trop de déficit, pas assez d'économies. Après, là, il assume le gouverneur que pendant la crise, il n'y avait pas le choix. Il fallait faire du quoi qu'il en coûte, il fallait éteindre l'incendie. Absolument. Même si c'était à crédit pour le coup. Il y a un large consensus autour du quoi qu'il en coûte pendant la crise, ce qu'a souligné hier soir devant les étudiants de Dauphine le gouverneur et qu'il a répété ce matin chez nos confrères de France Info, mais c'est qu'on n'est plus dans la crise et que le quoi qu'il en coûte, lui, est toujours là. Il a donc appelé à, les mots sont très forts, à résister fermement au quoi qu'il en coûte. Il indique ensuite que c'est parce que les entreprises n'ont pas à être portées par les aides publiques ad vitam aeternam. Mais on voit bien que dans l'ambiance actuelle de pré-campagne, eh bien, la contrainte budgétaire a totalement disparu, alors même qu'on va avoir quand même près de 7% de croissance cette année. Et on va aggraver le déficit. C'est quand même absolument incroyable. Sur le déficit en 2021, a priori, Olivier Dussopt nous a dit que ce sera 7% de déficit public sur 2021. Formidable. Là, on s'attendait il y a 6 mois à 8,2. Génial. On va faire 155 milliards d'euros de déficit en 2021 et atteindre 170 milliards en 2022. Mais ça va se le réduire. ratio va baisser parce que le PIB augmente, mais on augmente en milliards d'euros notre déficit et donc notre dette. Oui, mais il y a des dépenses qui sont attendues par les Français, des dépenses d'éducation, de santé, de formation. Il y aura toujours des bonnes dépenses et on rajoute des milliards et des milliards. Est-ce que l'état de notre école, de nos hôpitaux, de notre justice, de la police, de la gendarmerie s'améliore? Je l'espère, parce qu'on en rajoute des caisses et des caisses. Mais prenez par exemple le sujet du bouclier tarifaire sur les hausses des coûts de l'énergie. Oui, l'énergie s'envole et ça va nous coûter extrêmement cher. Mais ça va surtout coûter cher aux caisses de l'État. Quand j'entends Bruno Le Maire ce matin expliquer que aucun autre gouvernement n'a fait autant que nous pour protéger les Français, moi, je tombe un peu de ma chaise. Le gouvernement ne protège pas les Français face à une hausse de l'inflation. Le gouvernement va utiliser 16 milliards d'euros d'argent public, donc d'argent des Français, pour limiter la hausse du coût des marchés, sans vraiment c'est la facture des Gilets jaunes, ça, 16 milliards. Ça peut alors c'est une facture un peu chère. Pardon, mais on aurait pu faire un tout petit peu de fine-tuning au lieu d'arroser absolument tout le monde, parce que nous sommes à 3 mois des élections présidentielle. La question est très peu soulevée et pourtant elle le mérite. 20 milliards d'euros, c'est absolument colossal. 20 milliards d'euros d'argent public, on pourrait les mettre dans l'innovation, dans la recherche et le développement, dans l'investissement qui produirait de la richesse. Là, on va simplement arroser le sable. Ça va nous permettre de passer les 2 prochains mois sans trop augmenter notre facture d'électricité. Mais le marché est là et on ne protège pas. On protège peut-être le consommateur, on ne protège pas le contribuable qui, in fine, quoi qu'il en soit, devra payer la facture du quoi qu'il en coûte. Le gouverneur qui nous dit on ne peut plus dégrader aujourd'hui nos finances publiques. Et oui, et on voit les effets de bord de cette politique du quoi qu'il en coûte, qu'on avait bien senti venir pendant la crise. Encore une fois, ces dépenses étaient indispensables, c'est ce qui a permis de préserver l'instrument productif et de permettre le rebond puissant qu'on a cette année, encore une fois, près de 7% de croissance. Formidable. Et un peu moins de 4% a priori cette année. 7% c'est l'an dernier, 4% cette année. Et oui, c'est vrai qu'on est passé en 2022. 6,7% en 2021 et un peu moins de 4 effectivement prévu pour 2022. Donc,
pendant la crise, très bien. Le problème, c'est qu'on ne fait jamais les efforts. C'est bien de se couvrir quand il y a la tempête. Mais en général, quand il y a du soleil, on répare le toit. Ça n'est jamais ce que l'on fait. Avec 7% de croissance, on a augmenté le déficit. C'est Christine Lagarde qui avait dit ça. Exactement. Name dropping. On ne fait pas le boulot. Et on voit bien l'effet de bord du quoi qu'il en coûte, qui est que dans la campagne, vous prenez l'ensemble des programmes des candidats. On attend encore le cadrage budgétaire qui va arriver dans les semaines à venir, courant février. Mais on voit bien que la contrainte budgétaire a totalement disparu, qu'on a effectivement, comme dans chaque campagne, énormément de promesses de hausse de dépenses ici ou là. Et il y a des besoins réels. Encore une fois, on peut citer l'hôpital, l'école d'urgence, la police, la justice, etc. Je veux dire, tous nos services publics vont mal alors qu'on a le taux de dépenses publiques le plus élevé au monde. Mais à la fois des hausses de dépenses, à la fois des baisses d'impôts. On parle beaucoup de baisse d'impôts de production, très bien pour la croissance potentielle française, pour nos entreprises. C'est vrai qu'on en a besoin de se ramener vers la moyenne européenne en termes de fiscalité, mais plus de dépenses et moins d'impôts, alors que notre déficit est, je rappelle le chiffre, 171 milliards d'euros. Mais c'est absolument rapporté au PIB, colossal. Ça baisse quand même. On est à 7%. Il faut quand même se rendre compte que la moitié des pays européens sont sous les 3%. Il faut se rendre compte de l'état des finances publiques françaises. On est la deuxième puissance, on profite de l'euro très bien. Emmanuel Macron est en ce moment même en train de présenter devant le Parlement européen les priorités de la présidence française de l'Union européenne. La priorité pour l'Union européenne dans le rôle de la France, dans la responsabilité française, c'est de travailler au rétablissement de ses finances publiques. Nous partageons cette monnaie de l'euro. Avec 7% de déficit, on ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle, même si on avait prévu 8,2 auparavant. Après, si on prolonge, pardon Raphaël, si on prolonge les tendances actuelles, c'est ce que nous dit le gouverneur, au mieux, notre dette sera stabilisée dans les prochaines années. Bon, on est stabilisé à 115 points de PIB, c'est pas un drame, non ? C'est pas un drame tant que la Banque Centrale Européenne rachète à tour de bras la dette publique. Les programmes vont s'estomper, alors tout doucement, évidemment, et sans brutalité. Mais en 2023, mais le gouverneur souligne aussi qu'il serait totalement irresponsable de parier sur le maintien de taux bas à longue durée, d'autant plus que l'inflation est en train de ressurgir. Et que dit le gouverneur sur ce point ? Eh bien que la BCE fera tout ce qu'il faut pour ramener l'inflation autour des 2%, qui est sa mission principale, proche mais inférieure à 2%. Et que donc, une hausse de 1 point, des taux d'intérêt, qui sont aujourd'hui encore à zéro, c'est 39 milliards d'euros au bout de 10 ans, c'est l'équivalent du budget de la défense, de surcroît de coût de la dette, qui est tombé très bas. C'est tout le problème de cet opium monétaire. On a, en 20 ans, multiplié par 3 notre dette publique, mais on a aussi, on paye, disons qu'on paye aujourd'hui, avec quasiment 3 000 milliards de dettes, autant d'intérêts annuels qu'au début des années 2000, quand nous étions à 1 000 milliards de dettes. Voilà, c'est le même coût, alors qu'on a 3 fois plus de dettes. Donc c'est une forme d'opium monétaire, il n'y a pas d'autre mot, mais sur laquelle on ne peut pas faire de pari à long terme. Donc ça veut dire que toutes ces baisses d'impôts, toutes ces hausses de dépenses aujourd'hui ne tiennent pas, ou ne seront pas... Ne sont pas pérennes. On ne pourra pas vivre sous l'ère du quoi qu'il en coûte et avec près de 200 milliards de déficit chaque année, ad vitam tant que les marchés financiers prêtent à la France, mais c'est le cas aujourd'hui, à 20 points de base, et tant que la BCE est à peu près là, mais ça sera effectivement moins le cas en 2023, ça peut tenir. Oui, jusqu'au jour où ça s'effondrera et où les marchés se diront quand même, évidemment la zone euro est puissante, là. Tout ça dépend de la confiance en la capacité de notre pays et de la zone euro à produire de la croissance future. Et évidemment que la dette française est aujourd'hui absolument, elle est très vendable et attractive sur les marchés. Les investisseurs l'achètent vraiment très, 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 très largement. Mais tout l'argent que nous mettrons, parce que les taux remonteront, dans la charge de la dette, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas dans l'investissement. Et il y a encore il faut rappeler quand même, pour terminer peut-être, les défis qui nous attendent, notamment le défi de la transition climatique, qui va nécessiter de passer de 2 à 4 points de PIB les investissements chaque année, c'est-à-dire passer grosso modo de 50 à 100 milliards d'euros d'investissement chaque année
pour assurer la neutralité carbone d'ici 2050. Moi, je ne sais pas aujourd'hui où l'on trouve 50 milliards de plus à mettre en France dans l'investissement vert quand on a 170 milliards d'euros de déficit. Voilà, on se quitte là-dessus. Le gouverneur qui quand même égrène un peu une feuille de route pour grappiller en gros ces points de croissance. Il a raison. Il y a une méthode. La croissance potentielle de la France n'a fait que baisser, Absolument. mais c'est un problème européen, mais qui touche aussi la France, peut-être plus la France que d'autres pays. On est autour de 1% depuis une décennie, c'est très faible. Mais si on passe d'un 1% de croissance potentielle, qui est le rythme de croisière, à 1,5%, ça change la donne, ça donne plus de marge de manœuvre. Et donc il dit en gros, voilà, pour ce petit point de croissance, ce demi-point de croissance en plus, il nous dit le gouverneur, c'est la retraite, c'est le taux d'emploi des seniors, le taux d'emploi des jeunes. La formation. Il égrène aussi un peu ses... Oui, bien sûr, il égrène ses propositions de programmes et de chantiers prioritaires qui sont, d'abord travailler plus. Pour travailler plus, c'est évidemment la réforme des retraites. C'est aussi s'occuper des jeunes, de ces 1,3 million de NEET, ces jeunes sans emploi ni formation qu'il va falloir aller chercher, former. Et c'est aussi la formation et la qualification tout au long de la vie, c'est pour le volet travail. Et c'est grâce à l'augmentation de notre croissance potentielle qu'on pourra par la suite réduire notre dette. Voilà les bons conseils du gouverneur aux différents candidats de la présidentielle 2022. Voilà, sera-t-il écouté? Ça, c'est une autre paire de manches. Merci beaucoup. Merci David, à bientôt. Signé Raphaël Gendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël.